Bonjour à tous, aujourd'hui deuxième partie de notre cours sur la guerre d'Algérie. Dans la première partie, vous vous rappelez qu'on avait vu que l'Algérie avait une place particulière pour la France puisque c'était la seule colonie de peuplement français. Nous avions vu que le FLN demandait l'indépendance et passait à la lutte armée, ce qui commençait une guerre en 1954 qui allait être extrêmement violente, même si la France jamais ne reconnaîtra qu'il s'agit d'une guerre et la France évoquera toujours les événements d'Algérie. Alors, on va voir d'abord l'effet que cette guerre va avoir dans la politique française. À cette époque-là, la France est sous la quatrième République. Et la quatrième République, c'est un régime qui ressemble beaucoup à la troisième République par bien des aspects, et en particulier, elle a un défaut en commun. Alors voici une petite caricature qui évoque les problèmes de la quatrième République, et donc on voit le président de la République de l'époque qui dit « J'ai trouvé, président du Conseil, c'est-à-dire l'équivalent du Premier ministre, de 8h à 9h30, Robert Schuman, de 9h30 à 11h, André Marie, de 11h à 13h30, Paul Ramadier, de 13h30 à 15h, Dabo Sissoko. » Donc, en gros, il est obligé de trouver un président du Conseil, soit l'équivalent du Premier ministre, un chef de gouvernement. Toutes les heures et demie, on change de gouvernement. Alors, c'est un petit peu exagéré, mais malgré tout, il y a un problème de valse des ministères sous la quatrième République. Et il se trouve qu'à partir de 1954 et de la guerre d'Algérie, ce qui va faire tomber les ministères les uns après les autres, eh bien, c'est le problème de la guerre d'Algérie. Parce que personne n'arrive à mettre fin à cette guerre, qui est très impopulaire en France, puisque je vous ai dit que les soldats français, eh bien, ce sont les appelés du contingent, donc ce sont les jeunes Français, quand ils font leur service militaire, qui sont régulièrement envoyés en Algérie. Donc c'est très très impopulaire. En plus, c'est une guerre qui fait des morts chez les Français, puisque on avait vu que il y a quand même plus de 25 000 morts français. C'est loin d'être négligeable. Donc cette guerre est très impopulaire et va faire tomber les ministères les uns après les autres. Et résultat, il va y avoir un appel qui va s'élever, en particulier chez les Français d'Algérie. C'est un appel au général de Gaulle. Le général de Gaulle, à cette époque-là, n'est pas au pouvoir, parce qu'en fait, il n'a pas participé du tout à la quatrième République. Il était contre la constitution de la quatrième République, donc il est le héros qui a sauvé la France pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il n'est pas au pouvoir. Et en mai 1958, il va se rendre en Algérie, acclamé par la foule. Il va y avoir une foule immense qui va l'accueillir. Vous pourrez voir dans la description de la vidéo un lien vers les images d'archives de cette visite historique. Et il va prononcer un discours devant les Français d'Algérie et des Algériens favorables à l'Algérie française. Un discours qui va rester historique puisqu'il va prononcer la phrase je vous ai compris. Alors cette phrase-là va donner l'impression aux Français d'Algérie que De Gaulle est de leur côté. En réalité, De Gaulle, dès le départ, va comprendre que l'Algérie française n'a pas d'avenir, mais il va s'appuyer sur l'enthousiasme des Français d'Algérie et l'impression qu'il peut sauver la situation en Algérie pour revenir au pouvoir et mettre en place la constitution de la Ve République. Donc du coup, dans un premier temps, la guerre continue, mais De Gaulle va négocier avec les responsables du FLN. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, puisque en fait, au départ, les gouvernements précédents ne voulaient pas négocier avec le FLN qu'ils considéraient comme des terroristes. Donc lui, il accepte d'ouvrir des négociations et il signe en mars 1962 un cessez-le-feu en Algérie. Ce cessez-le-feu, c'est ce qu'on appelle les accords d'Évian, donc en 1962, accords d'Évian. Et dans ce cessez-le-feu, on prévoit d'organiser un référendum où on va poser la question suivante. Référendum d'autodétermination du 1er juillet 1962. Donc la question qui va être posée au peuple de France métropolitaine et au peuple d'Algérie est la suivante. Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant, coopérant avec la France dans les conditions définies par les déclarations du 19 mars 1962 ? Et on voit que c'est traduit en arabe
pour les populations algériennes qui ne maîtrisaient pas le français. Et là, on a le bulletin oui, je vous l'ai pas mis, mais évidemment, il y a aussi un bulletin non. Donc la population répond oui ou non à ce scrutin d'autodétermination. Et on voit ici le résultat du référendum. Le oui obtient 3/4 des suffrages exprimés en métropole, c'est-à-dire en France, et un petit peu moins en Algérie, 69%, en sachant qu'en Algérie, il y a eu 40,2% d'abstention. Alors il faut expliquer un peu cette différence de résultat. Donc déjà, on voit que la population française est en grande majorité favorable à l'indépendance des colonies et à l'indépendance de l'Algérie. Donc il n'y a pas de soutien de la population française au maintien des colonies. Et on voit qu'en Algérie, eh bien, si le résultat est un peu moindre, c'est parce qu'il y a énormément d'abstention. Et il faut se rappeler, du coup, ce qu'on a vu dans la première partie, la différence d'accès à l'instruction entre les populations musulmanes d'Algérie et les Français ou Européens d'Algérie. La population algérienne, il y en a une grande part qui n'a pas accès à l'éducation, qui est isolée, qui vit à la campagne, ou qui vit dans les villes, mais donc qui n'est pas éduquée, et du coup, il va y avoir un taux d'abstention très important. Du coup, ceux qui ont été les plus mobilisés, eh bien, il y a une grande partie des gens mobilisés qui étaient les Français et Européens d'Algérie, et eux, pour la plupart, ils auraient voulu le maintien de l'Algérie française. C'est pour ça que c'est en Algérie même que le taux de oui est moins important, alors que en France métropolitaine, où en fait la plupart des gens ne se sentaient pas forcément concernés par l'Algérie directement, puisqu'ils y avaient pour la plupart jamais mis les pieds, eh bien c'est les 3/4 de la population qui sont pour l'indépendance de l'Algérie. Mais en tout cas, c'est quand même dans les deux territoires une victoire massive du oui. Donc à partir du mois de juillet 1962, l'Algérie est officiellement indépendante. Alors comment vont réagir les Français d'Algérie? Eh bien, il va y avoir deux réactions et les conséquences, ça va être un exode massif. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il y a une fraction de militaires français et de sympathisants de ces militaires qui vont refuser les accords d'Évian, qui vont refuser le cessez-le-feu. Donc ces militants de l'Algérie française vont former une organisation qui s'appelle l'OAS, ça veut dire Organisation de l'armée secrète. C'est une organisation avec des idées proches de l'extrême droite, qui veut le maintien à tout prix de l'Algérie française. Là, on voit un tract de cette organisation avec un loup noir qui représente le FLN, déguisé en mouton blanc, et sur le mouton blanc, il y a le mot cessez-le-feu. Et l'attitude de l'OAS vis-à-vis donc du FLN et du cessez-le-feu, c'est de l'abattre en fait. Donc ce sont des opposants radicaux au FLN, partisans de l'Algérie française. Et quand le cessez-le-feu prend acte et que la France en fait se retire petit à petit de l'Algérie, eh bien l'OAS refuse et vont pratiquer la politique de la terre brûlée en Algérie. Qu'est-ce que la politique de la terre brûlée? Il s'agit en fait pour l'OAS de détruire un maximum d'installations qui avaient été installées par la France en Algérie pour ne pas en laisser l'usage à l'Algérie indépendante. Donc ils vont commettre une série d'attentats. Là on voit ici un attentat dans le port d'Alger où on voit il y a des installations portuaires qui sont en fait qui ont été attaquées, qui ont été visées par un attentat. Ils vont aussi s'en prendre à des civils. Hein. Là on a un autre attentat, on voit une moto qui a explosé et des bâtiments qui sont endommagés. Donc ils vont commettre une série d'attentats pour détruire un maximum d'installations en Algérie avant le départ des Français. Il va également y avoir des violences qui vont être commises par des sympathisants du FLN contre les Français qui restent et aussi contre les Juifs qui au départ n'étaient pas forcément destinés à partir, hein, mais la guerre d'indépendance va stigmatiser les Juifs comme sympathisants de la France et également sympathisants d'Israël puisque Israël a été créé en 1948. Et donc en fait, les Juifs aussi, alors que la plupart des Juifs d'Algérie vivaient en Algérie
depuis bien avant la colonisation, eh bien, vont partir avec les Français. La France n'avait pas anticipé ce départ massif. En réalité, la France avait estimé que les Français d'Algérie allaient être rapatriés, mais petit à petit, qu'ils allaient revenir en gros sur 4 ans, 4 ou 5 ans. Et en réalité, dans les mois qui suivent le cessez-le-feu des accords d'Évian, eh bien, il va y avoir une précipitation des Français d'Algérie pour partir. Il faut dire aussi que une fois que l'armée n'est plus là, eh bien, les Français d'Algérie ne se sentent plus du tout en sécurité, ne se sentent plus du tout protégés. Donc, ils partent. Parmi les partants d'Algérie, ceux qui vont être contraints de quitter leur pays, il y a aussi les Algériens qui étaient favorables pour diverses raisons à l'Algérie française et qui étaient considérés comme des traîtres par le FLN, ceux qu'on appelle les harkis. Et ils vont donc être rapatriés en France, mais en réalité, ils vont l'être dans des conditions vraiment très défavorables, c'est-à-dire qu'il ne va pas du tout y avoir la même volonté de les intégrer dans la société que ce qu'il y a eu pour les pieds noirs, pour les Français d'Algérie. Donc les harkis, ils vont être ramenés en France, mais on va les mettre dans des camps qui étaient censés être des camps de transit. Voilà, là on voit, c'est un camp qui se trouvait en Dordogne, où il y a des maisons en préfabriqué et en fait ils sont laissés là à l'abandon. C'est-à-dire que vous voyez que c'est entouré de barbelés et en fait il n'y a aucun projet pour eux, il n'y a rien, il y a à peine une éducation qui est assurée en général par des associations de bénévoles, hein. C'est pas vraiment l'éducation nationale qui prend en charge leur éducation, qui prend en charge leurs besoins. Donc en fait, ils vont rester là pendant des années dans des camps sans rien. Là, on voit ici, c'est une image d'une manifestation justement d'un camp de harkis qui proteste contre les conditions dans lesquelles ils sont en France en fait. Et donc ça va prendre très très longtemps pour qu'ils accèdent à une intégration dans la société française, à ce qu'ils aient des logements décents et à ce qu'ils sortent de ces camps. Parfois, ça va prendre une dizaine d'années. Donc cette population va être laissée plus ou moins à l'abandon. Voilà pour ce qui est de l'histoire de la guerre d'Algérie. Je vous invite très vivement à consulter les liens que je vais mettre dans la description de la vidéo qui vous donneront d'autres informations sur tous ces aspects. Je vous retrouve bientôt pour parler de l'émergence de ces nouveaux États sur la vie politique dans la vie politique internationale. Au revoir et à bientôt.